Alors revenons maintenant à l'opération dans son ensemble. Robert Malone, qui est donc le créateur des technologies immunogènes à base d'ARN messager et qui est entré en combat de manière extrêmement active contre la dérive actuelle, parce qu'il mieux que quiconque il peut mesurer ce dont il s'agit, lui montre comment la CIA est aux commandes, à nouveau, et en disant que nous sommes dans une guerre de 5e génération, donc ça n'a plus rien à voir avec les guerres précédentes, d'où l'illusion que cela peut générer. Quand par exemple on parle de totalitarisme ou de dictature, les gens nous disent « Non mais attendez, il n'y a pas de tanks dans les rues », parce que dans leur esprit, ils sont encore dans des formes de conflits des siècles passés, alors que le propre d'une guerre de 5e génération, c'est précisément que la guerre s'est déplacée sur le plan des affects et des idées collectives. Et comme on l'a vu, on peut piloter la masse pour notamment qu'elle s'attaque aux quelques rares volontaires qui essayent de rappeler la réalité des choses. Et donc, voilà, nous sommes engagés là-dedans avec effectivement la CIA qui pilote l'entier de ces opérations à travers les différentes instances. Alors, François Asselineau avait rappelé sur un plateau télévisé que la CIA était à l'origine de la construction européenne. L'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui est une créature de la CIA. Alors, il s'était fait évidemment débunker, on avait hurlé au complotisme, mais toujours est-il que c'est vrai. Et c'est amusant parce qu'il se référait à un numéro de la revue Historia, qui montrait cela, et depuis la revue Historia a publié un démenti en disant oui, Asselineau a dit ça, mais c'est pas tout à fait vrai, c'est pas comme ça qu'il faut entendre les choses. Il y avait la menace communiste et très gentiment la CIA, pour renforcer l'Europe, a financé ces institutions. Mais bon, ça c'est une interprétation extrêmement tendancieuse. Le fait est que la construction européenne est une construction américaine. On a vu récemment comment Robert Schuman, qui a été condamné à l'indignité nationale à Libération pour avoir voté les pleins pouvoirs à Pékin, s'est vu inventer un passé de résistant sur le site officiel de l'Union européenne. On est vraiment dans ce type de malhonnêteté. En sachant bien sûr que la CIA continue aujourd'hui d'œuvrer contre l'intérêt des populations et contre l'État. Par exemple, il est apparu, mais ça n'a fait aucun foin dans la presse mainstream, ce qui est en soi absolument sidérant, que, vous savez, l'ordinateur portable du fils de Joe Biden, Hunter Biden, son contenu avait été dévoilé avant l'élection présidentielle, et il y a eu 50 agents de la CIA qui ont écrit une lettre pour dire non, non, ça n'est pas vrai, c'est une opération russe pour influencer l'élection présidentielle américaine. Et on sait depuis que c'est une intox. C'est-à-dire que le contenu de l'ordinateur portable était tout à fait véridique, et évidemment que la population était en droit de savoir toutes les innombrables magouilles criminelles dans lesquelles trempe Hunter Biden, mais le clan Biden dans son ensemble. Et donc la CIA est intervenue dans l'élection présidentielle américaine en privant la population par cette manœuvre des moyens de comprendre de quoi il s'agissait. Et d'ailleurs, dans un débat télévisé, dans le cadre de cette élection, Biden a coupé Trump en disant non, non, c'est une désinformation. D'ailleurs, la CIA l'a démenti. Donc, vous voyez le rôle et le pouvoir qu'ils s'arrogent d'une manière qui, évidemment, est totalement contraire à leur statut d'agence de l'État au service de l'État et de la population. Et ceci remonte évidemment très loin. Alors, à chaque fois qu'on veut vérifier une information, il faut se tourner vers Conspiracy Watch, et si Conspiracy Watch la dément, c'est a priori qu'elle a de fortes chances d'être juste. Et donc, bien sûr que Conspiracy Watch, dans sa grande sagacité historique et politologique, conclut que non, la CIA n'a pas assassiné Robert Kennedy, ni John Kennedy d'ailleurs. Bon, manque de peau, vraiment tout pointe dans la direction inverse. Alors, le neveu de John et le fils de Robert Senior, Robert Kennedy Jr., qui fait actuellement campagne pour la prochaine élection présidentielle, pour l'investiture au sein du Parti démocrate, lui dit que voilà, toutes les données montrent qu'il y a eu une implication de la CIA, c'est au-delà de tout doute raisonnable. Et en fait, il y a eu 2 rapports d'enquête, vous le savez. Le premier, c'est le fameux rapport de la commission Warren, pour lequel on a créé le terme de complotiste pour neutraliser tous ceux qui pourraient être tentés à juste titre de le discuter. Et puis, 10 ans plus tard, il y a eu un rapport parlementaire
qui lui est arrivé à la conclusion que oui, l'hypothèse de loin la plus probable est qu'il y avait un complot qui impliquait les services secrets américains. Et en fait, la déclassification des derniers documents, mais il y en a beaucoup concernant cette affaire, qui aurait déjà dû se produire à plusieurs reprises et sans cesse reportée par Joe Biden et son administration, et maintenant ils veulent même imposer un secret éternel sur ces données. Donc, je suis désolé, mais s'il n'y a pas quelque chose de gravissime à cacher, il n'y a aucune raison au monde, alors que tous les acteurs d'alors sont morts, pour continuer à cacher cela. Et donc, Robert Kennedy Jr. a cité une parole du procureur de la Nouvelle-Orléans. « Tant que le travail des assassins de Kennedy n'aura pas été défait, les présidents iront et viendront, mais la machine de guerre et ses vastes tentacules de renseignements, tant nationaux qu'étrangers, resteront aux commandes. L'assassinat a réduit le président des États-Unis à un fonctionnaire éphémère, un serviteur du conglomérat de guerre. Sa mission consiste à parler aussi souvent que possible du désir de paix de la nation, tout en servant d'agent commercial auprès du Congrès pour l'armée et ses fabricants de matériel. » Et c'est ça la réalité, bien sûr. Comme le souligne un commentateur avec esprit, j'adore quand les médias mainstream nous expliquent que oui, c'est vrai que la CIA a fait des opérations qui n'étaient pas très nettes dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, et puis dans les années 2000, puis dans les années 2010. Mais voilà, personne n'a jamais été condamné. Et puis, il n'y a pas eu de réforme de l'agence. Et puis, si aujourd'hui, vous supposez que l'agence continue à faire des choses qui ne sont pas bien, vous êtes un théoricien du complot. Sachant qu'une des expertises principales de la CIA, c'est la manipulation des esprits. Alors, je vais ouvrir un sous-volet qui tient au programme MK-Ultra, qui est ce fameux programme qui a eu lieu pendant un certain nombre de décennies, et où la CIA, ayant notamment engagé des médecins nazis qui avaient déjà fait des opérations de cet ordre dans les camps de concentration, ont cherché à voir si on pouvait prendre contrôle de l'esprit de certaines personnes, et donc en utilisant des cobayes, notamment dans les populations de patients psychiatriques ou de personnes en situation de précarité, et avec un ensemble d'expériences abominables, alors qui ont été dévoilées publiquement. Il y a une somme de documents, beaucoup de documents ont été détruits malheureusement, donc on n'a qu'une partie de l'histoire à disposition. Et vous savez comment aujourd'hui c'est beaucoup par les fictions qu'on arrive à montrer certaines choses. Par exemple, la fiction, la série qui est en cours actuellement sur Netflix sur la prescription d'opioïdes aux États-Unis montre toutes les crapuleries de l'industrie pharmaceutique dont la presse ne parle pas. Et donc, il y avait une série sur MK-Ultra, c'est France Inter qui en parlait en 2019, et en relevant par exemple que dans ce programme, il a été possible de pousser quelqu'un au crime. Une femme phobique des armes à feu a été placée sous hypnose et conditionnement et a reçu comme instruction de tirer sur quelqu'un. L'expérience a réussi et les documents affirment que la femme cobaye en question ne se souvenait de rien au réveil, refusant même de prendre l'arme qu'on lui tendait. Et donc, voilà, de nouveau, comme toujours, les connaissances dans le domaine militaire sont beaucoup plus avancées que dans le domaine civil. Et donc, toutes ces réalités de pouvoir d'influence de certains individus ou de groupes ou de la collectivité sont très avancées. Et Robert Kennedy Jr., encore lui, disait il y a eu plus de 200 expériences à ciel ouvert qui ont impliqué des millions d'Américains à leur insu sans qu'ils le sachent, utilisant des armes de guerre, des bactéries, des toxines, des poisons, dans le cadre des opérations Paperclip, MK-Ultra, de contrôle de l'esprit et des expérimentations de 1000 grammes. Donc, la CIA et les pouvoirs en question ont infligé à la population de villes entières de subir des expériences à leur insu pour voir ce que ça faisait. Et aujourd'hui, il y a quand même une grande suspicion qu'un grand nombre des chefs d'État en poste, dont Macron et Justin Trudeau, qui ont exactement le profil, pourraient être passés par un programme MK-Ultra. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ces moments d'absence que j'ai déjà montrés par rapport à Macron. Et d'ailleurs, voilà, je vais vous repasser un petit extrait de ces moments de sidération
qui sont anormaux sur le plan psychique et qui sont, par hypothèse, typiques d'une possible signature en ce sens. Alors c'est une spéculation, c'est une hypothèse, je n'affirme rien, mais on voit qu'il y a quelque chose et qu'effectivement ces chefs d'État sont tous désaffectés, n'ont aucun scrupule, n'ont pas de sens de la culpabilité, n'ont aucune empathie pour les autres. Et donc le fait qu'ils soient aussi nombreux dans cette situation pose quand même question. Est-ce que vous êtes en mission ? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. J'ai poursuivi des objectifs, j'ai cherché à comprendre, à apprendre, à réussir des choses, à mener des combats. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité ? Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Alors il est une autre jointure que je dois faire dans mon propos, qui est celle avec l'affaire Epstein. Donc je rappelle le cas de figure, un richissime homme d'affaires new-yorkais, à la tête d'une fortune estimée à 600 millions de dollars, mais qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a pas de société financière, et dont on ne sait pas d'où sont sortis ces 600 millions, possède des propriétés luxueuses à travers le monde, en France, aux États-Unis dans différents endroits, ainsi que dans des îles des Caraïbes, et pendant un certain nombre d'années, va commettre des activités pédocriminelles en mouillant des gens faisant partie de l'élite du pouvoir mondial dans les domaines économiques, financiers, politiques, scientifiques et artistiques. En tant qu'agent de la CIA et des services secrets israéliens, tout ça a été révélé. Et donc, le taf de Jeffrey Epstein est de sacrifier des enfants livrés à des actes pédocriminels en filmant les personnalités en question de sorte à pouvoir les faire chanter, ou plutôt de sorte à ce que la CIA et le Mossad puissent les faire chanter. Alors, on a d'innombrables documents, preuves de cette réalité. Par exemple, récemment, une des victimes d'Epstein a témoigné comment elle a été violée parfois jusqu'à 3 fois par jour à partir de l'âge de 10 ans. Et donc livrée dans le cadre de cette activité, sachant que la pédocriminalité est une énorme tache aveugle de la situation mondiale actuelle. Il y a des réseaux pédocriminels jusqu'au sommet des États et du pouvoir dans tous nos pays, et il est impossible d'en parler. Il est impossible d'enquêter à ce sujet sérieusement. Alors, par exemple, sur l'affaire Epstein, la journaliste Amy Robach avait toute l'information, elle était prête à la sortir en 2020, mais tout a été bloqué. Elle n'a même pu continuer à traiter le sujet. Et on sait que le FBI a tout fait pour protéger les clients, donc ceux qui ont commis des crimes pédophiles sur des enfants, et pour que ça ne sorte absolument jamais dans la presse et que la population n'en soit pas informée. Alors qu'on sait qu'Epstein était au service de la CIA. Alors, il y a quand même un certain nombre de noms qui sont sortis, des listes Alors, par exemple, on a vu que le directeur actuel de la CIA a rencontré Epstein à réitérées reprises, mais aussi des gens curieux comme Noam Chomsky, oui, le grand gauchiste contestataire, des gens très proches de Henry Kissinger. Il y a Ariane de Rothschild, donc la veuve de Benjamin de Rothschild, qui est à la tête de la société financière Edmond Rothschild, qui s'est rendue à réitérées reprises rencontrer Jeffrey Epstein. Et Epstein ne faisait rien, il ne proposait aucun service. Et Bill Gates qui s'est rendu à d'innombrables reprises sur l'île de Bill Gates. Alors tout ça est établi. Il y a des très bons livres qui ont été faits par des journalistes d'investigation. Et donc on sait qu'il y avait de
de la pédopornographie et des crimes pédocriminels qui se déroulaient sur cette île, impliquant tout un ensemble de pontes. Et de manière extrêmement intéressante, vous voyez le nombre d'arrestations de ces gens qui ont violé des enfants se monte pour l'instant à 0. Et donc un commentateur facétieux demande savez-vous pourquoi est-ce que j'arrive à la conclusion positive que le FBI protège des pédophiles de haut niveau ? Eh bien, parce qu'ils ont fait des descentes sur l'île privée d'Epstein, ils ont confisqué des ordinateurs, des disques durs, toutes sortes de matériel électronique, avec plus de 20 000 images en provenance de son manoir de Manhattan, et il n'y a pas eu une seule arrestation qui a été réalisée. Avec bien sûr des événements fâcheux. Le fils d'une juge chargée de l'affaire aux États-Unis, par exemple, a été tué à son domicile par un faux livreur. Manque de bol, hein. Et des morts comme ça, il y en a un certain nombre, des suicides et des morts. Et avec des ramifications françaises, où on sait aujourd'hui que les trafics d'Epstein ont été couverts par le et même les gouvernements français. Alors, le rabatteur français de Jeffrey Epstein s'est suicidé opportunément en prison lui aussi, mais on a toute une liste de personnes qui fréquentaient Epstein et participaient selon toute vraisemblance à ce qu'on évoque, mais qui bien sûr ne sont pas inquiétés. Les médias ne parlent jamais de l'affaire Epstein, sauf pour dire que ça fait la joie des complotistes. Et puis, comme l'a relevé Karl Zero, que je salue, qui est un des rares à oser affronter cette thématique, il est avéré que Epstein a filé 58 000 € à Jack Lang. Et on sait qu'il y a tout un contexte pédophile. Alors Frédéric Mitterrand a dit dans ses mémoires comment il allait sodomiser des petits-enfants en Thaïlande. On sait comment Pierre Berger et Yves Saint-Laurent à Marrakech se livraient à des orgies avec des enfants en bas âge. On connaît l'affaire Duhamel, hein, où un des fils, Kouchner, a été violé par son beau-père. Enfin, voilà, et tout ça dans l'impunité la plus totale, sans parler de Cohn-Bendit qui racontait à quel point c'était délicieux, puis aujourd'hui, oui, mais bon, je disais ça quand j'étais jeune. Non, la réalité, c'est qu'il y a un énorme problème de pédocriminalité pour un ensemble de raisons qu'on peut envisager de penser. Alors, contre-confirmation en cours de route, bien sûr, nous tournons vers Tristan Mendès-France, le triste cire, qui, lui, bien sûr, décrit ça comme étant quelque chose qui ne fait partie que de l'imaginaire complotiste. Bon, sauf que, par exemple, on pourrait le renvoyer à cet entretien avec Gilbert Abbas, qui est un policier des renseignements généraux qui a mis en lumière les réseaux pédocriminels en question. Il est malheureusement mort après l'interview qu'il a donnée. Mais donc, comme le résume Karl Zero, on est face à un président et un gouvernement qui ne veulent pas en entendre parler, et Campagnol ajoute « Ils sont au corps du sujet, donc du crime ». Et effectivement, ça va très loin. Et croyez-moi, je suis par principe relativement méfiant par rapport à ce genre de sujet. Mais quand on se penche sur les preuves dont on dispose, ça fiche le vertige. Et notamment parce que, et voyez l'horreur de le dire, il ne s'agit pas juste de viol d'enfants, ce qui déjà en soi-même est une abomination totale. Mais on trouve également des meurtres rituels qui sont commis dans le cadre de ces cercles pédocriminels. Et d'ailleurs, Karl Zero a perdu son poste dans les médias mainstream pour en avoir parlé lorsqu'il s'est intéressé à l'affaire Baudis à Toulouse. De nouveau, il y avait des soirées où non seulement des enfants étaient violés, mais tués, comme partie d'un rituel. Et on a aujourd'hui des voix, des témoins, et notamment ce site auquel je vous renvoie, 50 voix sur les abus rituels, ou des personnes qui ont subi ces abus lorsqu'ils étaient enfants, en Allemagne, en France, aux États-Unis, témoignent de la réalité de ce à quoi ils ont assisté et qui inclut également la mise à mort de certains enfants, sachant que le nombre d'enfants disparus est phénoménal à travers le monde, et dans l'immense majorité des cas, on ne sait jamais, on ne découvre jamais ce qu'ils sont devenus. Et donc, la question se pose de savoir comment et pourquoi Bill Gates est allé à réitérées reprises sur l'île de Jeffrey Epstein, et qui étaient les autres personnes qui ont participé à ces monstruosités. Sachant, je l'ai évoqué dans une précédente émission à laquelle je vous renvoie si le sujet vous intéresse, qu'il y a aujourd'hui un agenda de légalisation de la pédocriminalité
qui est porté par l'ONU et l'OMS. Alors je sais, ça paraît invraisemblable d'entendre une affirmation pareille. Et là, on peut se dire de bon droit, mais ça a l'air d'être un peu complotiste, mais penchez-vous sur les documents. Et je renvoie notamment à l'excellent travail d'Ariane Biran. Elle a notamment donné une interview à Carl Zero, où elle montre qu'il y a une idéologie délirante qui est désormais portée par ces institutions et qui s'appuie notamment indirectement. Certes, ils ne s'en réclament pas ouvertement, mais dès qu'on creuse un peu, on tombe tout à fait sur les références, sur les travaux d'Alfred Kinsey. Alors Alfred Kinsey, c'est un entomologiste, donc c'était un spécialiste des insectes qui a reçu des subsides de la Fondation Rockefeller pour faire des études sur la sexualité humaine et notamment sur la sexualité infantile. Et il a repris des expériences nazies, il a été en contact avec des criminels de guerre nazis qui avaient violé des enfants pour étudier les conséquences sur leur psychisme, et donc il a lui-même procédé à des viols massifs d'enfants et de nourrissons. Oui, de nourrissons, en dessous d'1 an. Et tout ça est répertorié dans les relevés d'expériences scientifiques. Et tout ceci, alors je vous la fais courte, mais il faut quand même se rendre compte que l'OMS se réclame indirectement de ça pour promouvoir cette idée que les enfants sont sexualisés dès leur naissance, ont des pulsions sexuelles et qu'il serait injuste de la part des adultes de les priver des possibilités de jouer avec leurs pulsions sexuelles, y compris si elles se dirigent vers des adultes. Et c'est là où se situe la boucle. Les enfants ont bien sûr une curiosité, ils se tripotent, ils découvrent, ils jouent au docteur, à d'autres choses, mais c'est une chose, c'est une expression sexuelle infantile, ça n'a rien à voir avec des relations génitalisées entre adultes. Les enfants ne peuvent pas se pénétrer. Et là, tout ce que le programme de l'OMS est en train de faire, c'est le fait de dire non, il faut que les enfants apprennent à se masturber dès le plus jeune âge. Et vous voyez, je cite le Daily Mail, un quotidien anglais, qui montre comment, désormais dans les programmes scolaires anglais, les enfants de 12 ans se voient enseigner ce qu'est la sodomie, les enfants de 9 ans reçoivent comme consigne, comme devoir de se masturber chez eux et d'en faire le récit devant la classe, sachant qu'il faut enseigner la masturbation aux enfants dès l'âge de 4 ans. Et c'est ça la réalité. Alors je vous renvoie à l'excellent travail d'Ariane Biran, d'Amandine Lafargue, d'un certain nombre d'autres personnes, mais nous sommes actuellement dans cet effondrement moral anthropologique de l'Occident où ce genre de monstruosité est promu par des organisations comme l'OMS et l'ONU. Alors venons-en maintenant aux faits. Un ancien agent du FBI, il est décédé aujourd'hui, Ted Gunderson, mais qui était extrêmement estimé dans la communauté du renseignement. Alors pas du tout un allumé, il a dirigé le bureau californien du FBI avec plus de 700 agents sous ses ordres. Et lui a témoigné, vous pouvez retrouver les sources en ligne, sur le fait que oui, les groupes sataniques comme les Illuminati, impliqués dans l'assassinat du président Kennedy, dans les bombes de l'Oklahoma, donc ces faits divers américains mais en lien avec des groupes particuliers, l'attentat contre le World Trade Center, l'enlèvement des enfants à des fins de trafic sexuel et de meurtre rituel sont une réalité. Oui, c'est vrai. A-t-il témoigné? Alors, moi, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux qu'être agnostique sur cette question. Je sais qu'il y a des disparitions massives d'enfants. Je sais qu'il y a des témoignages totalement dignes de foi sur les abus rituels, les crimes, la pédocriminalité. Et j'entends un agent très respecté du FBI qui disait oui, c'est littéralement ce qui est en train de se passer. Alors avançons dans cette question du qui, en relevant que dans les personnes de pouvoir impliquées dans ce que nous évoquons ici aux États-Unis, beaucoup avaient et ont des sympathies pour le régime nazi. Il faut quand même rappeler que Hitler a eu des mentors américains, qu'il a été financé très largement par des grandes familles américaines, et ceci est attesté par des historiens qui font un travail tout à fait irréprochable. Donc vous voyez par exemple dans le History News Network de l'université de Washington, eh bien on a effectivement
ce constat que les racines de l'eugénisme nazi étaient en fait aux États-Unis. Et notamment, il a été largement financé par des entreprises philanthropiques, la Carnegie Institution, la Fondation Rockefeller, la fortune ferroviaire Harriman. Ils étaient tous de mèche avec certains des scientifiques américains les plus respectés, issus d'universités aussi prestigieuses que Stanford, Yale, Harvard et Princeton. Ces académiciens ont épousé la théorie et la science de la race, puis ont truqué et déformé les données, ça existait déjà, vous voyez, pour servir les objectifs racistes de l'eugénisme. Et le point commun entre Schwab, Gates, Rockefeller et les autres, c'est l'eugénisme. C'est qu'ils veulent épurer l'humanité des éléments médiocres pour cultiver l'élite et qu'elle dispose des pleins pouvoirs. Il faut savoir aussi, bien sûr, que grâce au passé nazi de 2 chanceliers, les États-Unis ont soumis l'Allemagne et l'ont retourné contre la France. Travail d'historien publié dans Marianne. Et puis on connaît bien sûr l'opération Paperclip, par laquelle plus de 1600 scientifiques, ingénieurs et médecins nazis, y compris ceux qui avaient commis des choses abominables dans les camps de la mort, ont été recyclés aux États-Unis, mais on l'a appris récemment également en France. Et donc, se sont vus accorder des postes parce qu'on trouvait leurs recherches intéressantes. Adolf Heusinger, qui était un des principaux responsables militaires nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, membre de l'état-major d'Hitler, s'est retrouvé ensuite à Washington comme coordinateur du comité militaire de l'OTAN. Et on a trouvé dans l'OTAN après la guerre toute une brochette de criminels de guerre nazis militaires, de même qu'il y a eu un recyclage des élites nazies dans à peu près toutes les organisations qui comptent. Bien sûr, Werner von Braun est devenu directeur de la NASA, Walter Hallstein est devenu président de la Commission européenne, ça fait un précédent à Ursula von der Leyen. Heusinger, on l'a vu, est devenu responsable en chef de l'OTAN. Kurt Waldheim est devenu secrétaire général des Nations Unies. Et donc, ce qu'on observe, si on regarde objectivement, c'est que suite à la défaite de l'Allemagne nazie, évidemment l'Allemagne a perdu, et l'Allemagne a été détruite, mais le projet nazi et les responsables nazis n'ont pas du tout été mis hors d'état de nuire, bien au contraire. Alors, j'ai préfacé récemment un ouvrage passionnant. Il est petit, mais qu'est-ce qu'il ouvre de perspective, qui s'appelle L'Internationale nazie d'Ariane Biran. Je vous donne la référence également d'un très bon article de journal dans lequel la journaliste fait un compte-rendu de cet ouvrage. Et au fond, Ariane Biran repart de l'hypothèse énoncée par Hannah Arendt en 1945, où elle disait « Attention, l'Allemagne a perdu la guerre, mais pas les nazis. » Et en fait, l'idée c'est que, étant donné que les nazis voulaient un contrôle mondial, et que l'Allemagne n'était pas en mesure de l'imposer, eh bien, cela valait la peine de sacrifier l'Allemagne, de passer en sous-marin pendant un certain nombre de décennies pour infiltrer tous les systèmes de commande du pouvoir à l'échelle mondiale. Alors de nouveau, c'est une hypothèse, c'est une piste de travail, mais je trouve que quand on recoupe comme ça les différents éléments de réalité, effectivement, ça fait froid dans le dos. Alors une anthropologue sud-africaine est arrivée exactement à la même conclusion, Karen Haradin, je la salue, dans un article, « Les nouveaux nazis sont en marche », tiens, ça rappellera quelque chose, et voici ce qu'elle dit, je la cite, « Les nouveaux nazis d'aujourd'hui, un mélange dépravé de l'Organisation des Nations Unies, de la Fondation Bill et Melinda Gates, du Forum économique mondial, du Parti communiste chinois, des responsables de la santé publique, des sociétés pharmaceutiques, des géants des médias sociaux, des médias grand public et des politiciens ont habilement esquivé les comparaisons en revendiquant une position morale et le contrôle de la santé dans le monde. Par conséquent, tout ce qui a été anormal et gravement anormal au cours des 2 dernières années et demie est normalisé, la finalité ultime semblant être l'agenda 2030 de l'ONU. Et Vera Sharav, grande militante survivante de l'Holocauste,
elle n'a cessé de dire « mais ouvrez les yeux, ce qui se passe aujourd'hui est du copier-coller à une autre époque bien sûr, et avec, j'ai envie de dire, une surface différente, mais de ce que nous avons connu dans l'entre-guerre et la Deuxième Guerre mondiale. » Et elle a publié une série de documentaires que je vous invite vraiment à consulter. Plus jamais ça, c'est maintenant. Hein, en montrant que ça ne sert à rien de brailler plus jamais ça si on n'est pas capable de repérer le retour de l'abominable et d'avoir les moyens d'une certaine immunité. Je salue aussi Myriam Palomba qui s'est exposée en disant « Je vous invite à regarder ces docs de Vera Sharaf, rescapés de l'Holocauste pour qui j'ai le plus grand respect, pour comprendre que ce que l'on a vécu avait un air de déjà-vu et pour que cela ne se reproduise plus. J'assume totalement, dit-elle, de diffuser cette vidéo. Le sang de mes ancêtres coule dans mes veines et c'est pour ça que plus jamais je ne me tairai. Les pourvoyeurs de haine, déchaînez-vous si vous le voulez, mais je ne me tairai pas. » Et donc, voilà le réel, à mon sens, le plus vraisemblable de ce qu'on peut inférer de tout ce que nous pouvons observer, c'est que nous sommes au pied du mur de cette prophétie de George Orwell, l'auteur de 1984. C'est le dernier entretien qu'il a donné juste avant sa mort, et écoutons-le pour ne pas passer à côté de ce qu'il y a à entendre. That you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always, there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. Alors tout ceci, bien sûr, peut de bon droit sembler effrayant et on peut être un peu désemparé, sachant qu'ils ont tous les leviers de commande et on voit comment aujourd'hui toutes les possibilités de résistance ont été complètement atomisées. Alors me direz-vous, est-ce qu'il faut être pessimiste? Est-ce qu'il faut baisser la garde? Et bien sûr que la conclusion à laquelle nous arrivons, c'est surtout pas. Je vous cite quelques exemples peut-être aptes à remettre du baume au cœur, mais comme cette gouverneure de l'Alaska qui vient de dire « Ne comptez pas sur moi pour réimposer quoi que ce soit de la folie que nous avons vécue pendant 3 ans. » La première ministre de l'Alberta, lorsqu'elle a pris ses fonctions, a viré tous les responsables de la santé publique en disant « Mais je veux pas d'une équipe qui a été capable d'imposer ça à la population. » Vous voyez qu'il y a des politiciens courageux, certes, en Alaska et en Alberta. Pas en Suisse, en France, en Belgique ou au Québec. Pour l'instant, il n'y a pas de politiciens courageux, ou tellement peu que malheureusement, ils ne sont pas en mesure de peser sur les décisions des assemblées et des parlements. Et puis je vous cite Eva, alors j'ai de la peine à prononcer son nom, elle est néerlandaise, je vais m'essayer, Vlaardingenbroek, qui est philosophe du droit, une personne vraiment pour laquelle j'ai beaucoup de respect et d'admiration, et qui s'est adressée ainsi à Ursula von der Leyen quand celle-ci a passé son traité de censure européen. « Je vous rappelle, Ursula, que personne n'a jamais voté pour vous, vous êtes un tyran, et la loi sur le service numérique n'est rien d'autre qu'une loi de censure. Vous ne protégez personne d'autre que les mondialistes malfaisants au pouvoir, et vous le faites en tuant la liberté d'expression en Europe. Nous ne vous laisserons pas faire. » Et c'est cela, en conclusion de ces 40 émissions, où j'ai décortiqué pour vous
étape par étape, facette par facette, cette mécanique diabolique qui s'est enclenchée en ayant été prévue et répétée de longue date depuis 3 ans, nous avons à ne pas lâcher. Nous avons à continuer encore et à nous tenir debout. S'ils veulent réimposer ceci, cela ou autre chose, c'est non, ça ne se discute pas. Et lorsque, de nous-mêmes à nous-mêmes, nous aurons affermi cette notion fondamentale que ça n'est pas négociable parce que cela touche notre humanité, cela touche le futur de l'humanité, les générations à venir et les valeurs les plus sacrées de l'existence, quelles que soient nos convictions ou absence de convictions, nous aurons les moyens de les faire reculer, car la vérité c'est que nous sommes nombreux, nous sommes innombrables, nous sommes des centaines de millions. Et s'ils arrivent pour l'instant à dérouler le tapis rouge pour leurs manœuvres obscènes et destructrices, c'est parce que nous n'avons pas encore pris conscience de notre pouvoir. Voilà la conclusion que j'avais envie de partager avec vous. Je vous remercie de m'avoir accompagné tout au long de ces 40 émissions et de cette grande aventure. Toutes les vidéos sont disponibles notamment sur la chaîne Odyssée qui lui est consacrée. Les contenus sont téléchargeables, donc n'hésitez pas à les télécharger, à les rediffuser. On sait que c'est difficile de faire circuler les choses sur les réseaux sociaux infiltré par la CIA. Je suis moi-même lourdement shadowbanné, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'entraves qui sont mises à la circulation de mes productions. Malgré cela, elles continuent à faire des millions de vues. Mais donc, n'hésitez pas à faire circuler ces contenus. J'espère que l'effort que j'ai produit vous aura paru intéressant et vous aura parlé. En ce qui me concerne, je vais prendre quelques jours de repos. Je dois dire que l'effort a été assez phénoménal. Je remercie tous les abonnés de ma web TV, jdmichel.tv. C'est grâce à vous si j'ai pu avoir les moyens de faire ce travail plutôt que d'avoir à gagner ma croûte pendant les quelques semaines d'été. Et si cette proposition vous a plu, si vous avez envie que je continue à produire des contenus pour vous soutenir, à ce moment-là, n'hésitez pas à me soutenir pour que je puisse continuer à vous soutenir. Sur ma chaîne, il est possible d'effectuer une donation ponctuelle ou de vous abonner à partir d'€1 par mois. Mais donc, sitôt ma semaine de récupération passée, je remonterai au front pour continuer inlassablement à dire le vrai, qui est le seul antidote à la dérive dans laquelle nous sommes. Le seul remède à la peste, c'est l'honnêteté, disait Camus. Et donc nous avons à ne rien lâcher. Nous avons à dire à chaque maître d'école, à chaque médecin, à chaque responsable politique, à chaque policier, à chaque préfet qui cherche à nous imposer quelque chose de faux, non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas ainsi que sont les choses. Voilà ce qu'il en est. Et ne rien céder de cette vibration fondamentale de notre âme, parce que notre vie en dépend. Merci et à bientôt.